La jeune fille avait prévu de se rendre à l'anniversaire de son ami avec son petit ami. Cependant, ils ne se sont jamais présentés à la fête. La police s'est rapidement mise à leur recherche et ce que l'on a appris au cours de l'enquête est devenu l'une des affaires les plus médiatisées de l'histoire du pays. Le travail sur cette affaire a été si difficile que plusieurs détectives ont eu besoin de l'aide de psychothérapeutes, tant les détails de ce qui s'était passé étaient horribles. Du hast auf eine Veränderung gewartet, hast auf einen Durchbruch gehofft. Und jetzt kommt ein Liebesportal direkt vor deine Tür. Venus kollidiert demnächst mit Widder und das bringt keine Blumen und Pralinen. Sie wird Feuer bringen. Dieses Liebesportal ist nicht für langsame Tänze und gestohlene Blicke gedacht. Es ist ein kosmischer Schalter, der die Beziehung von vielleicht auf jetzt oder nie umstellt. Auch wenn Sie sich dessen nicht bewusst sind, befinden Sie sich in diesem Moment mitten in einem Schlachtfeld der Gefühle. Aber die Sache ist die, es ist aufregend, es ist elektrisch. Un avocat qui voit l'avenir, un détective privé qui peut lire dans les pensées et un prêtre qui peut voir le passé. Ce trio insolite est mis au défi par quelqu'un de très dangereux, armé d'hypnose. C'est ainsi que débute le nouveau thriller mystique Hypnosis. Une série atmosphérique où les éléments mystiques se mêlent au drame personnel des personnages et où des crimes à première vue ordinaires se révèlent être liés à quelque chose de surnaturel. Le premier épisode est déjà disponible sur Okako. Si, comme moi, vous êtes proche de l'atmosphère des enquêtes sombres, où la frontière entre la réalité et la fiction est presque effacée, ne manquez pas de regarder Hypnosis. Le lien se trouve dans la description et en utilisant le code promo ICE, vous obtiendrez 30 jours d'abonnement pour seulement 1 rouble. Revenons à notre histoire. Shannon Christian est née le 29 avril 1985 au Texas. À l'âge de 12 ans, elle déménage avec ses parents et son frère aîné à Knoxville dans le Tennessee. Grâce à sa sociabilité et à sa gentillesse, Shannon s'est rapidement fait de nouveaux amis et s'est facilement intégrée au personnel de sa nouvelle école. Ses connaissances se souviennent que la jeune fille pouvait trouver un langage commun avec n'importe qui et qu'elle était toujours prête à aider les autres. Ces qualités ont influencé le choix de sa profession. Shannon a décidé qu'elle voulait être utile à la société et aider les gens. C'est pourquoi, après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, elle est entrée à l'Université du Tennessee, à la faculté de sociologie. Une autre raison importante de cette décision était le désir de rester près de sa famille. Shannon était très attachée à ses parents et ne voulait pas aller dans une autre ville ou un autre État. Dans le même temps, elle s'est efforcée d'être financièrement indépendante et a trouvé 2 emplois à temps partiel qu'elle a combinés avec ses études. Pendant ses études, Shannon a rencontré Chris Newsom. Ils ont commencé à se fréquenter. Shannon avait alors 21 ans et Chris 23 ans. Il travaillait comme charpentier et s'était déjà taillé une belle réputation dans sa ville natale. Le 6 janvier 2007, Shannon et Chris devaient se rendre ensemble à l'anniversaire d'un ami commun. Dans l'après-midi, Shannon est arrivée à la maison de son ami, où Chris devait ensuite venir la chercher. Cependant, il a pris un peu de retard, et l'amie de Shannon a finalement décidé de se rendre elle-même à la fête, tandis que Shannon attendait Chris. Avant d'aller chercher la jeune fille, Chris a conduit son ami à la même fête, puis s'est rendu chez Shannon. Environ 1 heure après avoir déposé son ami, le couple ne s'est toujours pas présenté à la fête. Leurs amis ont commencé à s'inquiéter. Il ne leur a fallu qu'une dizaine de minutes pour se rendre sur le lieu de la fête et la raison de leur retard n'était pas claire. Au début, leurs connaissances ont supposé que Shannon et Chris avaient peut-être changé leur plan, mais cela semblait étrange. Personne ne pouvait croire que le couple avait décidé d'ignorer l'anniversaire d'un ami proche sans raison. Après avoir attendu un peu plus longtemps, ils ont commencé à appeler Shannon et Chris, mais aucun d'entre eux n'a répondu. À minuit, l'inquiétude est à son comble. Les amis décident de se rendre en voiture au complexe d'appartements où se trouve Shannon. Sur le parking, ils trouvent la voiture de Chris.
La voiture de Shannon, qu'elle avait utilisée pour rendre visite à son ami, n'y était pas. Finalement, ils ont décidé que le couple avait apparemment changé d'avis et décidé de passer la soirée ensemble sans prévenir personne et sont retournés en vacances. Entre-temps, peu avant sa disparition, Shannon a réussi à appeler sa mère pour lui dire qu'elle allait être en retard. Elle a dit que Chris et elle avaient décidé de s'arrêter dans un café puis de regarder un film et a promis de rentrer à la maison vers 4h30 du matin. Cependant, à l'heure prévue, Shannon ne s'est jamais présenté à la maison. Au début, sa mère n'y a pas prêté attention, pensant que sa fille avait peut-être passé la nuit chez un ami ou chez Chris. Mais le matin, l'inquiétude grandit. Le superviseur de Shannon avait appelé sa mère pour l'informer que la jeune fille ne s'était pas présentée à son poste. C'était extrêmement étrange, car Shannon avait toujours eu une attitude très responsable au travail et n'avait jamais manqué un poste sans raison valable. La mère de Shannon a contacté les parents de Chris et a découvert qu'il n'était pas non plus rentré chez lui depuis la veille au soir. De plus, ni lui ni Shannon ne répondaient à leurs appels téléphoniques. Les parents s'inquiètent sérieusement. Des amis ont également essayé d'appeler le couple, mais en vain. Dans ces circonstances inquiétantes, la famille a commencé à appeler les hôpitaux de la ville, dans l'espoir d'obtenir des informations sur le sort de Shannon et Chris. Cependant, aucun des hôpitaux n'avait de patients correspondant à leur description. Les familles ont alors décidé de contacter la police, mais on leur a dit que les deux disparus, étant des adultes, il fallait attendre 24 heures avant d'entamer des recherches officielles. Les parents de Chen Gong n'allaient pas rester les bras croisés. Ils ont décidé d'agir et ont demandé l'aide de l'opérateur de téléphonie mobile. Heureusement, l'entreprise a accepté de participer aux recherches et a fourni des informations sur les dernières activités de Shannon sur son téléphone portable. Il s'est avéré qu'elle était allée 3 fois sur la messagerie vocale cette nuit-là pour écouter les messages laissés. C'est la dernière activité de son numéro avant que le téléphone ne soit éteint. Quant à l'emplacement, la dernière fois que le signal de l'appareil a été capté, c'était dans le quartier de la rue Chéri. Cette nouvelle a poussé les parents de Shannon à tirer encore plus la sonnette d'alarme. Bien que Knoxville soit généralement considéré comme une ville sûre, le quartier de Cherry Street avait mauvaise réputation et se caractérisait par une criminalité élevée. Les parents ne comprenaient pas comment leur fille avait pu se retrouver dans ce lieu dysfonctionnel. Ils ont décidé de ne pas perdre de temps et de partir à sa recherche. Après des heures de recherche, ils ont réussi à repérer la voiture de Shannon. La voiture était garée à quelques kilomètres du dernier point de signal enregistré de son téléphone. En s'approchant, les membres de la famille ont immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. Les effets personnels de Shannon avaient disparu à l'intérieur de la voiture, y compris des photos et le chargeur qu'elle emportait toujours avec elle. En outre, l'intérieur était sale, ce qui était tout à fait inhabituel pour la jeune fille, qui avait l'habitude de garder la voiture parfaitement propre. Un autre détail alarmant était la position du siège du conducteur. Il était reculé, ce qui indiquait clairement que quelqu'un d'autre était derrière le volant. Ce qu'ils ont vu à l'intérieur n'a fait qu'accroître leur inquiétude. La maison est en désordre, mais ce qui attire leur attention, ce sont les effets personnels de Shannon, son sac à main, ses chaussures, la casquette de Chris et son permis de conduire. La découverte la plus horrible les attend dans la cuisine. En soulevant le couvercle de la poubelle, l'un des agents aperçoit un paquet enveloppé dans un chiffon. En le déballant, les policiers découvrent un corps humain. Ils ont immédiatement reconnu Shannon. L'enquête a été immédiatement requalifiée en affaire de meurtre. Le corps de Shannon a été remis aux experts médicaux pour une autopsie. Cependant, les enquêteurs sont confrontés à 2 questions cruciales. Où est Chris et où a disparu le principal suspect, Lee Maricus Davidson? La réponse à l'une de ces questions n'a pas tardé à venir. La police a reçu un message de collègues. Il y a environ 2 jours, le corps d'un homme a été retrouvé près de la voie ferrée. À l'époque, l'identité du défunt n'avait pu être établie. Cependant,
Les enquêteurs ont maintenant de bonnes raisons de penser qu'il s'agit de Chris. En effet, l'examen de l'ADN a confirmé les suppositions. L'homme retrouvé était Chris Newsome. Les résultats de l'autopsie des corps de Shannon et de Chris ont révélé aux enquêteurs une image terrifiante. Les deux corps étaient couverts de multiples blessures, abrasions et signes de violence. La cause de la mort de Chris était de multiples blessures par balle, tandis que Shannon est morte de strangulation. Des traces biologiques appartenant à Limaricus Davidson ont également été retrouvées sur le corps de la jeune fille. Ces empreintes digitales ont été retrouvées sur les sacs poubelles dans lesquels le corps de Shannon était enveloppé. En outre, des douilles correspondant aux balles retrouvées sur le corps de Chris ont été découvertes au domicile du suspect. Tous ces indices ont confirmé de manière irréfutable l'implication de Limaricus dans le crime. La police a commencé à rechercher activement le suspect. L'une des premières étapes a consisté à obtenir ses données d'activité mobile afin de savoir où il se trouvait. Ces derniers jours, Limaricus avait contacté à plusieurs reprises un certain Eric par téléphone. Les policiers ont rapidement compris où il se trouvait. Eric a d'abord affirmé qu'il n'avait aucune idée de l'endroit où Limaricus se cachait. Toutefois, lorsque les enquêteurs lui ont expliqué la gravité de la situation et l'ont informé que s'il dissimulait des informations, il pourrait être arrêté en tant que complice, il a rapidement changé de comportement et a donné l'adresse. Selon Eric, Limaricus se cachait dans une maison vacante qui était à vendre. Il a également admis que le jour de la disparition de Shannon et Chris, Limaricus et lui avaient commis un vol ensemble. La police s'est immédiatement rendue sur les lieux. Une fois à l'intérieur de la maison, ils ont trouvé Limaricus. Il se trouvait au milieu des ordures et des emballages de nourriture vides. Un pistolet a été trouvé sur lui. Un autre détail important a attiré l'attention des inspecteurs. Le suspect portait des baskets Chris Newsome. Limaricus a été arrêté et interrogé. Dans un premier temps, il a commencé par nier sa culpabilité, puis il a constamment modifié ses déclarations. Au total, il a présenté 5 versions différentes des événements, chacune contredisant la précédente. Il a d'abord affirmé qu'il ne savait rien de l'enlèvement et des meurtres. Ensuite, il a affirmé que Shannon et Chris avaient été enlevés par d'autres personnes et qu'il n'y était pour rien. Dans une version, il a admis avoir utilisé la voiture de la victime pour livrer des substances illicites dans le quartier. Malgré toutes les tentatives pour embrouiller l'enquête, Limaricus n'a jamais avoué. Il a toutefois révélé quelques détails importants. De son récit, les enquêteurs ont conclu que ce n'était pas une, mais plusieurs personnes qui étaient impliquées dans le crime. Selon lui, son demi-frère Latelvis et leur ami commun George étaient impliqués dans l'enlèvement et le meurtre. Les détectives ont rapidement localisé les deux hommes et les ont interrogés. Eric, soupçonné de complicité, a été arrêté en même temps qu'eux. Cependant, aucun des trois n'était pressé d'avouer le crime. Au cours de l'interrogatoire, la police a fait une découverte importante. Elle a découvert que non seulement les hommes étaient impliqués dans le crime, mais aussi une autre personne, une jeune fille de 18 ans, nommée Vanessa. Les inspecteurs ont trouvé Vanessa, l'ont placée en détention et l'ont interrogée. Une longue série de dénonciations a commencé. Chacun des 5 accusés a essayé de présenter l'histoire de manière à minimiser son rôle dans ce qui s'était passé. Néanmoins, malgré leur tentative de se soustraire à leurs responsabilités, l'ensemble des témoignages et des preuves recueillies a permis aux enquêteurs de reconstituer une image approximative des événements tragiques. L'ensemble des éléments recueillis a permis d'élaborer la version suivante. Limaricus était une sorte de chef de ce groupe. Son activité principale était le commerce de substances illicites. Ce soir-là, il a décidé de voler une voiture pour ses propres besoins et a invité 3 complices et Vanessa.
Alors qu'ils passaient devant le complexe d'appartements où résidait Shannon, leur attention a été attirée par la voiture de cette dernière. À ce moment-là, Shannon était dans la voiture et Chris se tenait à côté d'elle. Les malfaiteurs ont décidé non seulement de voler la voiture, mais aussi de kidnapper le couple. Sous la menace d'une arme, ils ont forcé Chris et Shannon à monter dans leur véhicule. D'autres faits ont été confirmés par des tests médico-légaux d'ADN. Dans la maison, Lee Maricus et son demi-frère Latelvis ont abusé des victimes. Les abus se sont poursuivis pendant plusieurs heures, accompagnés de diverses formes de violence. Vers le matin, les auteurs ont fait sortir Chris de la maison. Ils l'ont emmené sur la voie ferrée où ils l'ont tué brutalement en tirant plusieurs coups de feu. Ils sont ensuite revenus à la maison et ont continué à maltraiter Shannon. La jeune fille est restée en captivité pendant près de 2 jours. Pendant tout ce temps, sa famille et ses amis avaient déjà commencé à la rechercher, mais n'avaient pas encore localisé son véhicule. Finalement, Shannon a également été tué. Son corps a été placé dans une poubelle et laissé dans la maison. Notamment, après les meurtres, Lee Maricus a emporté non seulement les baskets de Chris, mais aussi son téléphone portable, ainsi que plusieurs effets personnels de Shannon qu'il a ensuite donnés à sa petite amie. Quant à Vanessa, elle a affirmé qu'elle se trouvait dans la maison contre son gré et qu'il s'agissait de la même victime. Cependant, une perquisition à son domicile a donné aux enquêteurs de sérieuses raisons de douter de ses propos. Dans la maison de Vanessa a été trouvé son journal intime. Dans ce journal, la jeune fille décrit les événements de cette journée comme quelque chose d'excitant, la qualifiant de véritable aventure. Il est finalement apparu que Vanessa avait pris plaisir à participer à ces événements. Une fois l'enquête terminée, les 5 suspects ont reçu de longues listes de charges et l'accusation a commencé à préparer les procès. Les préparatifs ont duré plus de 2 ans. Pendant cette période, les avocats de la défense ont réussi à faire déplacer les audiences dans un autre comté. La raison en est que l'affaire Chris et Shannon a suscité un vif émoi à Knoxville. Les habitants de la ville étaient choqués par la cruauté des criminels et la défense a insisté sur le fait que dans un tel climat public, les accusés ne pouvaient pas s'attendre à un procès équitable. Le tribunal a accepté la requête et l'audience a été ajournée. Eric est le premier à comparaître devant le tribunal. Bien que l'enquête n'ait pas permis de trouver des preuves directes de son implication dans les meurtres, la police disposait de suffisamment d'éléments pour démontrer qu'il savait ce qui se passait et qu'il n'a rien fait pour empêcher les crimes. En conséquence, Eric a été condamné à la peine maximale pour les faits qui lui étaient reprochés, soit 18 ans de prison. Les procès de Lee Maricus, Latelvis et George ont suivi. Leur défense a avancé une version absurde. Chris et Shannon auraient participé volontairement aux actes terribles dont ils ont été victimes. Cependant, le jury n'a pas cru à ces histoires ridicules. En conséquence, les 3 hommes ont été déclarés coupables. Lee Maricus a été condamné à mort, tandis que Latelvis et George ont été condamnés à la prison à vie. La situation de Vanessa était plus compliquée. Elle a d'abord bénéficié d'une immunité en échange de son témoignage contre les autres participants au crime. Cependant, le tribunal a décidé que l'immunité ne s'appliquait qu'à l'accusation de vol de voiture et ne la protégeait pas des accusations d'enlèvement, de violence et de meurtre. Finalement, Vanessa a été jugée et condamnée à 53 ans de prison. Il semble donc que toutes les personnes impliquées aient reçu la punition qu'elles méritaient. Cependant, un rebondissement inattendu s'est rapidement produit. En 2011, le juge qui avait dirigé les 5 procès a démissionné dans le cadre d'un scandale majeur. Il s'est avéré qu'il entretenait une relation intime avec une auxiliaire de justice et qu'il achetait des substances illicites à des trafiquants de drogue. En raison de ces faits, une juridiction supérieure a décidé de réexaminer un certain nombre de peines prononcées par le juge, notamment dans les cas de Lee Maricus, Latelvis, George et Vanessa.
Cette décision a suscité une vague d'indignation parmi les habitants de Knoxville et dans tout le pays. Néanmoins, l'accusation a réussi à défendre les peines initiales pour Limaricus et la Telvis. En revanche, George et Vanessa ont bénéficié d'un nouveau procès. À l'issue de ce nouveau procès, Vanessa a de nouveau été déclarée coupable, mais sa nouvelle peine était déjà de 35 ans au lieu des 53 précédents. George a également bénéficié d'une peine plus légère, avec la possibilité d'une libération conditionnelle au bout de 51 ans. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les nouveaux procès ont permis de recueillir des preuves supplémentaires. Au cours de l'examen, il est apparu qu'Eric, contrairement à son témoignage initial, était activement impliqué dans des actes de violence et des meurtres. En 2019, de nouvelles accusations ont été portées contre lui. Cette fois, le tribunal l'a condamné à la réclusion à perpétuité, assortie d'une peine supplémentaire de 90 ans. Ainsi, alors qu'il pouvait auparavant espérer être libéré au bout de 18 ans, ses chances de quitter la prison sont désormais quasiment nulles. Quant à Vanessa, après le nouveau procès, elle a pu être libérée au bout de 7 ans. Cependant, toutes les demandes de libération conditionnelle qu'elle a déposées jusqu'à présent ont été rejetées et elle continue à purger sa peine. Ainsi, malgré toutes les complications et les rebondissements inattendus, les responsables de la mort brutale de Shannon et de Chris ont été lourdement sanctionnés. Même si beaucoup pensent que chacun d'entre eux méritait la peine de mort.